Welcome to a new episode of Men Washington. In this week's show, Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Au programme cette semaine, plusieurs questions majeures autour de la guerre qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël ont engagé une offensive d'ampleur contre l'Iran. Face à Téhéran, quelle stratégie pour Donald Trump et quel scénario pour la suite? À quoi pourrait ressembler le Moyen-Orient après ce conflit? Et surtout, quels sont les objectifs réels de l'opération militaire menée contre l'Iran? Bonjour à toutes et à tous. Le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase d'incertitude après la frappe américaine visant l'Iran, une opération susceptible de bouleverser en profondeur les équilibres stratégiques de toute la région. Dans une allocution, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient agi pour neutraliser la menace iranienne et protéger les intérêts américains ainsi que ceux de leurs alliés. Il a également assuré qu'il ne permettrait pas à l'Iran de déstabiliser la région ni de menacer à nouveau la sécurité internationale. Cette opération, qui a coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei, soulève désormais de nombreuses interrogations quant à l'avenir politique et institutionnel de l'Iran, mais aussi quant aux conséquences possibles pour l'ensemble du Moyen-Orient. Plusieurs questions se posent alors. Quelles pourraient être les prochaines étapes de ce conflit? Quelle recomposition géopolitique pourrait émerger dans la région, notamment si le régime iranien venait à vaciller? Peut-on imaginer une transition qui préserverait les structures de l'État iranien sans que le pays ne bascule dans un chaos comparable à celui qui a suivi les interventions militaires en Irak ou en Afghanistan? Et enfin, quel pourrait être le coût politique d'une telle guerre pour l'administration du président Donald Trump? Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 analystes de premier plan. Le docteur Ramesh Seperad, écrivaine et chercheuse d'origine iranienne, professeure d'études du Moyen-Orient à l'Université de Baltimore et présidente du conseil consultatif de l'Iranian American Community Organization. Nous recevons également le général Mark Kimmitt, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires politico-militaires. Il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau au Pentagone, notamment en charge des dossiers liés au Moyen-Orient, et a été directeur adjoint de la stratégie et de la planification au sein du United States Central Command. Également avec nous, le colonel Abbas Dahouk, officier à la retraite de l'armée américaine, ancien conseiller militaire principal au département d'État et membre du National Council of US-Arab Relations. Enfin, comme à chaque émission, nous retrouverons notre chroniqueur Ryan Ekstrom, ancien conseiller du député Joe Wilson, spécialiste des relations sino-américaines et des questions de politique de défense. Mais avant de commencer notre discussion, je vous propose tout de suite de retrouver le reportage de notre correspondante Shorouk Diab. Bienvenue Shorouk. Bonjour Georges. Depuis plusieurs décennies, le Moyen-Orient demeure marqué par un climat persistant de tensions et par l'enchevêtrement de crises sécuritaires et politiques, dans un environnement caractérisé par la multiplicité des foyers de conflits et la confrontation d'intérêts régionaux et internationaux souvent divergents. Dans ce contexte, plusieurs dynamiques structurantes se distinguent comme des facteurs majeurs d'instabilité. La rivalité pour l'influence stratégique et la course aux armements, la montée en puissance d'acteurs non étatiques, ainsi que les tensions liées aux ressources énergétiques et au contrôle de routes maritimes essentielles au commerce mondial. Au cœur de cette équation géopolitique complexe se trouve la question iranienne. Depuis de nombreuses années, plusieurs États de la région accusent l'Iran d'œuvrer à l'extension de son influence régionale. Selon ces analyses, Téhéran s'appuie sur un réseau d'alliances et de relations avec divers groupes armés et organisations politiques implantées dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces États considèrent que cette politique a contribué à accentuer la complexité des crises existantes et à prolonger certains conflits régionaux. De nombreux rapports politiques et sécuritaires indiquent en outre que l'Iran aurait ces dernières années privilégié ce qui est souvent qualifié de stratégie d'influence indirecte, consistant à soutenir des acteurs locaux dans des pays traversés par des conflits internes. Une telle approche aurait, selon ces analyses, modifié l'équilibre des forces dans la région
et nourrit les inquiétudes quant à une possible extension des confrontations à l'échelle régionale. Pour sa part, l'Iran affirme que sa politique étrangère vise avant tout à défendre ses intérêts nationaux et à consolider ce qu'il désigne comme l'axe de la résistance, considérant sa présence régionale comme un instrument destiné à faire face aux menaces sécuritaires auxquelles il estime être confronté. Ainsi, la région apparaît aujourd'hui comme le théâtre d'un entrelacement particulièrement complexe de puissances régionales et internationales, où les intérêts stratégiques se mêlent étroitement à une compétition géopolitique intense. Dans un tel contexte, toute escalade militaire ou politique dans un espace donné est susceptible de produire des répercussions au-delà de ses frontières immédiates. À la suite de la décision du président Donald Trump de renverser le régime iranien, une interrogation majeure demeure. La région s'achemine-t-elle vers une phase d'escalade accrue et de confrontation ouverte? Ou bien les évolutions internationales et régionales consécutives à cette guerre pourraient-elles ouvrir la voie à de nouveaux équilibres, susceptibles de redéfinir l'architecture de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient? La parole est à vous, Georges. Merci Shourouk pour cet éclairage fidèle à la qualité de vos analyses. Je vais maintenant me tourner vers notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Ryan, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux risques sécuritaires susceptibles d'émerger suite aux frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël? Écoutez, le risque majeur qui suscite aujourd'hui les plus vives inquiétudes demeure celui d'une escalade du conflit. L'ampleur et l'intensité de la riposte iranienne, observée récemment, laissent penser que l'Iran pourrait avoir abandonné la stratégie traditionnelle de gestion de l'escalade, approche qui avait jusqu'alors caractérisé ses réactions lors de crises antérieures. Cette logique était notamment perceptible durant la guerre de 12 jours de juin dernier, mais également auparavant, à la suite de la frappe américaine ayant entraîné la mort du général Qasem Soleimani. À cette époque, la réaction de Téhéran s'était révélée particulièrement mesurée et soigneusement calibrée. Les cibles avaient été préalablement identifiées et la riposte était demeurée relativement circonscrite. Aujourd'hui, ce degré de retenue semble s'être sensiblement atténué. Si cette dynamique devait se poursuivre, les risques d'escalade ne feraient que s'intensifier, faisant peser des menaces croissantes sur les forces américaines déployées à travers la région. Une question particulièrement importante. Général Mark Kimmitt, l'affaiblissement, voire un éventuel effondrement de l'Iran pourrait-il ouvrir une période d'instabilité interne marquée par des rivalités politiques ou des luttes de pouvoir entre différentes factions du régime? Bien que le Polymarket, l'une des principales plateformes mondiales de prévision, estime actuellement qu'un tel scénario pourrait se produire avec une probabilité d'environ 40%, mon appréciation personnelle se révèle sensiblement plus pessimiste. En observant de près l'évolution de la situation en Iran, il apparaît que la véritable colonne vertébrale du régime, à savoir l'appareil sécuritaire, demeure à ce stade largement intacte. Ainsi, Ali Larijani continue d'exercer une influence déterminante en dirigeant le pays à la tête du Conseil national de sécurité, tandis qu'Ahmad Vahidi, figure fondatrice de la force Quds, au sein des gardiens de la révolution iranienne, a été rappelé. Par ailleurs, les forces armées régulières, les gardiens de la révolution ainsi que les milices bachidj semblent pour l'heure conserver leur cohésion et leur unité. Si cette architecture sécuritaire venait à se fragmenter, les scénarios d'instabilité que j'ai précédemment évoqués pourraient effectivement se matérialiser. Toutefois, à l'heure actuelle, rien ne laisse véritablement apparaître l'existence d'une lutte ouverte pour le pouvoir au sein du pays, et il semble plutôt que l'on assiste à une transition institutionnelle relativement ordonnée. L'Iran dispose en effet d'un conseil de transition qui évoque déjà les mécanismes susceptibles d'encadrer la désignation d'un nouveau guide suprême. Un tel scénario demeure-t-il envisageable? Assurément. Colonel, le Hezbollah a récemment mené des attaques depuis le Liban. Dans ce contexte, quelle est selon vous la probabilité que d'autres alliés régionaux de l'Iran, notamment les milices présentes en Irak ou les rebelles Houthis au Yémen, s'impliquent plus directement dans le conflit? Un tel scénario apparaît hautement probable et semble, dans une certaine mesure, déjà en cours de matérialisation. Comme vous le savez, ce que l'on désigne communément comme l'axe de la résistance possède un centre de gravité stratégique
qui ne réside ni chez les Houthis au Yémen, ni au sein des milices pro-iraniennes présentes en Irak, mais plutôt dans le Hezbollah. Or, les développements récents indiquent que le Hezbollah est désormais engagé de manière active dans la confrontation. Celui-ci ne se limite plus au lancement de missiles contre Israël. Certaines informations font également état de tirs visant des installations militaires britanniques situées sur l'île de Chypre. Dans ces conditions, il apparaît clairement que le Hezbollah est directement impliqué dans l'escalade actuelle et que cette implication semble s'inscrire dans une logique stratégique plus large, motivée par des considérations politiques et militaires étroitement liées à l'évolution du conflit régional. L'assassinat du guide suprême, Ayatollah Ali Khamenei, constitue, selon toute vraisemblance, le principal facteur expliquant l'implication accrue du Hezbollah dans l'escalade actuelle. Mais la préoccupation majeure réside également dans le climat de désorganisation qui semble avoir suivi l'élimination de plusieurs dirigeants des gardiens de la révolution iranienne. Situation qui paraît traduire un affaiblissement temporaire des mécanismes de commandement et de contrôle. Docteur Seprad, quels sont les objectifs stratégiques majeurs que les États-Unis cherchent à atteindre à travers ces frappes militaires contre l'Iran? Et dans cette perspective, comment l'administration de Donald Trump définit-elle ce qui constituerait un succès de cette opération? So obviously, President Trump is very much concerned about Iran's resumed activities on its nuclear sites. Il apparaît clairement que le président Trump exprime une vive inquiétude face à la reprise des activités nucléaires iraniennes. Son message a été formulé avec une grande clarté, tant à l'attention du peuple iranien qu'à celle du régime, offrant à ce dernier un délai suffisant pour résoudre le conflit par la négociation et les voies diplomatiques. Cependant, en l'absence de progrès et face à l'effondrement substantiel de la confiance, les États-Unis se trouvent désormais dans l'obligation d'intervenir contre le régime iranien. J'ai déjà évoqué la métaphore de la tête du serpent pour illustrer la nature de ce système dans la région. Le régime de Khamenei, associé aux gardiens de la révolution, constituait cette tête. Aujourd'hui, cette direction n'existe plus, elle ne joue plus aucun rôle dans la conduite du régime iranien. Par ailleurs, nous recueillons des informations croissantes indiquant que d'autres hauts responsables gouvernementaux ne participent plus au processus décisionnel. L'élimination de Khamenei revêt une portée stratégique majeure car elle a perturbé la structure de commandement et de contrôle d'un régime qui s'illustrait par le terrorisme dirigé contre ses propres citoyens avant d'exporter la violence et le chaos dans la région. Il convient de mesurer combien cette action a rompu le mythe de l'infaillibilité et de l'immuabilité de ce système. Plus fondamentalement, le message du président Trump s'adressait au peuple iranien et c'est cet aspect qu'il nous faut garder à l'esprit. Il s'agit de penser aux citoyens iraniens confrontés à cette situation dramatique. En tant qu'Iranienne, ma priorité demeure la protection des groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes et les personnes âgées qui subissent actuellement les bombardements et les attaques de missiles sur les grandes villes. Merci docteur. Général Kimmitt, après la déclaration du président Trump qui s'est dit prêt à dialoguer avec toute nouvelle direction en Iran, une question se pose. L'objectif de cette opération est-il de neutraliser durablement l'influence régionale de l'Iran ou s'agit-il plutôt d'affaiblir ses capacités militaires pour le contraindre à revenir à la table des négociations? Well, I think it's all of the above. The fact remains is what he is trying to do. People say Je crois que cet objectif englobe l'ensemble de ce que j'ai exposé. La réalité est que le président agit dans une direction précise. Certains prétendent ignorer ses intentions, mais il me semble que son dessein est clair. Obtenir par la force ce que les Iraniens ont refusé d'accepter par la négociation. Il s'agit de contraindre l'Iran à suspendre son programme nucléaire, à mettre fin à son programme de missiles balistiques et à cesser les activités de ses groupes affiliés dans la région. Ces objectifs constituent un ensemble restreint et défini de finalités militaires. Il est vrai qu'il existe d'autres cibles secondaires, apparemment moins significatives, mais j'espère sincèrement que la mission en Iran ne s'étendra pas à ces domaines, comme l'histoire de nombreuses opérations militaires américaines l'a montré.
ce n'est ni le moment de promouvoir la démocratie, ni celui d'instaurer un marché boursier. À Téhéran, les initiatives liées à l'instauration de la démocratie ou à la reconstruction d'États ont par le passé conduit à des situations délicates dans l'autre pays. Ainsi, ce que le président cherche d'avant tout est de ramener les Iraniens à la table des négociations en utilisant la force armée pour illustrer l'alternative à la non-négociation et souligner les conséquences de l'inaction. Ryan, à terme, selon vous, à quoi pourrait ressembler la structure du pouvoir en Iran? Le corps des gardiens de la révolution continuera-t-il de dominer les principaux centres de décision? Pourrait-on assister à une transition politique vers une configuration institutionnelle différente? Les évaluations établies avant le conflit concernant cette question spécifique étaient les suivantes. En cas de décès ou de retrait de Khamenei, qui pourrait combler ce vide et prendre l'initiative? D'après mes observations, un consensus semble se dégager sur le fait que les gardiens de la révolution iranienne, par l'entremise d'une personnalité radicale ou d'un proche, sont les plus susceptibles d'assumer ce rôle. À l'issue de la guerre des 12 jours, nous avons constaté une intégration renforcée des gardiens de la révolution au sein de la structure du pouvoir iranien. Cependant, de nombreuses interrogations subsistent quant au fonctionnement et l'évolution du Conseil de transition ou Conseil des autorités. Sera-t-il conserver sa cohésion? Les gardiens de la révolution domineront-ils le processus décisionnel lors de la prochaine phase? La réponse demeure incertaine. Pour l'heure, il semble probable, à mon sens, qu'une figure affiliée aux gardiens de la révolution prenne la tête de l'État iranien. Général, les gardiens de la révolution doivent-ils continuer à jouer un rôle à l'avenir? La garde révolutionnaire constituera indéniablement une menace au cours du processus de transition. Pour l'heure, cependant, tout semble se dérouler conformément aux prévisions. Le Conseil de transition assure la gestion des affaires jusqu'à l'élection du nouveau guide suprême. Et tant que ce dernier n'aura pas imposé sa vision, la structure des forces de sécurité demeure inchangée. Je rejoins l'analyse de Ryan. Si cet équilibre venait à se rompre, le mouvement ne se limiterait pas aux gardiens de la révolution. Les forces de Basij s'y joindraient également afin de rétablir la direction du régime iranien. Par ailleurs, il apparaît que de nombreux Iraniens aspirent à un système alternatif et il sera intéressant d'observer comment cette dynamique se concrétisera. À mon sens, la solution repose sur les négociations. Si l'on parvient à inciter les Iraniens à renouer avec un dialogue constructif en démontrant un engagement plus soutenu qu'auparavant, il est probable que les États-Unis n'encourageront pas l'établissement d'un autre régime iranien ni n'interviendront pour en promouvoir un. Docteur Seprad, à la suite des frappes américaines et de l'élimination de plusieurs hauts responsables iraniens, quelle orientation stratégique le président Trump semble-t-il privilégier pour l'avenir immédiat? S'oriente-t-on vers un véritable changement de régime en Iran? Je crois que la question primordiale, à présent que le conflit a éclaté, est de déterminer comment garantir le meilleur résultat possible en accord avec la volonté du peuple iranien. Il ne peut y avoir de guerre étrangère sans une issue politique claire. Le seul résultat politique pour lequel le peuple iranien a consenti des sacrifices et lutté pendant 47 ans mérite d'être reconnu. On peut même soutenir que les Iraniens ont commencé cette lutte bien avant 1979, sous la dictature du Shah, et qu'ils poursuivent encore aujourd'hui sous le régime des mollahs pour obtenir ce qu'ils désirent réellement. Comprendre leurs aspirations est donc essentiel afin que l'issue finale reflète leurs attentes, l'instauration d'une république laïque et non nucléaire en Iran. Au regard de la situation actuelle, il apparaît que le régime iranien a perdu toute légitimité aux yeux de sa population et que plusieurs de ses hauts responsables ont été éliminés. Des informations circulent concernant l'assassinat de personnalités influentes, certaines confirmant même la mort du fils de Khomeini, ainsi que celle de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad.
De l'extérieur, il est manifeste que les dommages subis par le régime sont irréversibles. Même si les gardiens de la Révolution choisissent aujourd'hui de riposter militairement aux frappes américaines ou de poursuivre la répression interne, même si le conflit venait à se clore demain, c'est le peuple iranien lui-même qui fera tomber ce régime. Quel que soit le résultat immédiat de la guerre, le changement viendra de l'intérieur. Cette situation soulève une question politique centrale. Comment pouvons-nous orienter nos efforts et notre soutien afin de renforcer le peuple iranien et appuyer sa demande d'une république laïque et non nucléaire ? Il importe de souligner le terme « république » car certains évoquent aujourd'hui le retour possible de la dynastie Pahlavi, notamment avec les initiatives de Reza Pahlavi, fils du Shah, qui se déclare prêt à diriger une phase de transition. Toutefois, ce n'est pas la volonté du peuple iranien. Le peuple iranien n'a pas mené la révolution de 1979 en vain. Colonel, un scénario d'instabilité profonde, voire de désintégration de l'État iranien, représenterait-il un danger profond pour la région? Est-ce comparable à ce que nous avons observé en Afghanistan en 2001 ou en Irak en 2003? Je souhaite souligner, comme l'a également observé le général Kimit, que l'Iran est très différent de l'Afghanistan et de l'Irak. Sa population est considérable et constitue un peuple uni, encadré par un gouvernement central puissant et doté de diverses institutions étatiques. Le patriotisme profondément enraciné des Iraniens influence fortement leur comportement face aux dynamiques locales. En conséquence, il me semble peu probable que le scénario d'effondrement observé ailleurs se reproduise en Iran. Je partage toutefois l'analyse du Dr Ramesh selon laquelle tout changement systémique doit émerger de l'intérieur. C'est également l'approche sur laquelle mise le président Donald Trump. La transformation doit provenir du peuple iranien lui-même. Il convient de noter que la survie actuelle du régime est perçue par certains comme une forme de victoire, un point qu'il importe à examiner avec attention. Je considère qu'il n'existe plus de possibilité de négociation avec le régime, bien que cela pourrait devenir envisageable si ce dernier modifiait radicalement son comportement, même si cette hypothèse reste peu probable. Aucune négociation n'est envisageable avec les vestiges de l'ancien régime, comme l'a souligné le Dr Ramesh. Le peuple iranien aspire à une république iranienne laïque et non à une république islamique, ce qui est parfaitement clair. Parallèlement, les pays voisins, confrontés aux tirs indiscriminés de missiles touchant quasi l'ensemble des États du Golfe, refusent de voir émerger une république islamique dans la région. Les pays européens, de leur côté, prennent progressivement conscience de la nécessité de mettre un terme au régime, à ses activités militaires, à son programme de missiles, à son programme nucléaire et de drones, ainsi qu'à la présence de ces armes dans la région. Général Kimit, le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge peuvent-ils devenir, ou sont-ils en train de devenir de nouveaux foyers de tension dans ce conflit? Well, I think they already are. Number one, in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, it's clear that the United States is fighting in the background naval battles against the... Je pense qu'il occupe déjà la première place et je crois que cela est effectivement le cas. En premier lieu, il est évident que dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz, les États-Unis sont engagés dans des affrontements navals contre la flotte iranienne. Affrontements qui pourraient d'ores et déjà être achevés. Les informations récentes concernant les résultats obtenus par la marine américaine dans cette région sont très encourageantes. En revanche, la situation en mer Rouge dépendra du retour éventuel des Houthis dans le conflit. Comme je l'ai souligné précédemment, si les Houthis interviennent de nouveau, le commandement central américain devra prendre des mesures, ce qui entraînerait une consommation accrue de munitions américaines. Je souhaite également revenir sur un point souligné par le colonel Daouk et le docteur Ramesh. Le président Trump a précisé que l'opération ne vise pas à changer le régime iranien et que les États-Unis n'interviendront pas pour les réformer, mais se concentreront plutôt sur l'élimination des hauts dirigeants, la tête du régime.
Il appartiendra ainsi au peuple iranien de décider s'il souhaite opérer le changement de l'intérieur. Cependant, un problème pourrait survenir, car avec l'élimination des hauts responsables, nous avons déjà observé l'émergence d'un mouvement d'origine interne ou externe qui descend dans la rue pour protéger et le régime alternatif. Dans l'éventualité de massacres de grande ampleur en Iran, quelle serait alors la position des États-Unis? Aborder la question d'une aide éventuelle dans ce contexte risque simplement de prolonger la mission et de créer un précédent regrettable, la communauté internationale reprochant aux États-Unis d'avoir incité le peuple iranien puis d'être resté inactif face aux violences, à l'image du soulèvement chiite dans le sud de l'Irak en 1992. Il s'agit d'un point de tension majeur. Je n'ai aucun doute sur la capacité des États-Unis à gérer le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge, mais je crains que sur le plan interne iranien, il n'ait aucune solution viable. En effet, ils n'ont aucun intérêt stratégique à soutenir un conflit interne entre le peuple iranien et les gardiens de la révolution, ni entre le peuple iranien et le régime alternatif. Guard between the people and regime 2.0. Very good. Well, thank you. Très bien. Nous allons maintenant marquer une courte pause. Alors je vous demande de bien rester avec nous. Please stay with us. Welcome back to the second half of this week's episode of Men Washington. In this segment, we continue our discussion with this distinguished panel of experts about the future of the Middle East. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Nous poursuivons notre discussion autour d'une question centrale. Quel pourrait être l'avenir du Moyen-Orient dans l'hypothèse d'un changement de régime en Iran? De nombreuses interrogations demeurent, alors même que la région tente depuis des décennies, voire des siècles, de trouver un équilibre politique et une stabilité durable. Il est important de rappeler que ces frappes américaines ne visent pas spécifiquement la communauté chiite. Selon le président Trump, la décision d'intervenir aurait été prise afin d'empêcher une situation jugée potentiellement incontrôlable. Mais une question essentielle demeure. Quelle est réellement la stratégie du président Trump pour la suite des événements? Pour tenter d'y voir plus clair, et alors que les discussions se poursuivent dans les cercles décisionnels de Washington, D.C., nous retrouvons notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouky, pour son compte-rendu. Bonjour Adel. À Washington, le débat s'intensifie au sein des cercles décisionnels et des think tanks concernant la stratégie du président Donald Trump dans le conflit avec l'Iran. La question centrale demeure: le gouvernement dispose-t-il d'un plan clair pour l'après-chute du régime iranien, où l'action militaire précède-t-elle toute vision politique de la phase suivante? Dans ses récentes déclarations, le président Trump a affirmé que l'objectif principal est de neutraliser la menace iranienne et de protéger les intérêts des États-Unis et de leurs alliés, en soulignant que l'Iran ne sera plus autorisé à déstabiliser la région ni à menacer la sécurité mondiale. Au sein du Congrès, plusieurs parlementaires réclament toutefois une feuille de route détaillée pour la période post-opérationnelle militaire, à la lumière des enseignements tirés d'Irak et d'Afghanistan. Dans les grands centres de réflexion tels que le Brookings Institution et la Heritage Foundation, les analyses divergent. Certains chercheurs estiment que le démantèlement des gardiens de la Révolution et de leurs réseaux financiers pourrait favoriser une transition politique interne soutenue par la communauté internationale, tandis que les experts en sécurité mettent en garde contre un vide de pouvoir susceptible de provoquer des conflits internes et de menacer la sécurité maritime ainsi que les marchés énergétiques. Un ancien responsable du ministère de la Défense a souligné que le succès militaire ne garantit pas le succès politique. Il a insisté sur la nécessité d'inclure dans tout un plan post-conflit la sécurisation des infrastructures vitales, la préservation des services essentiels et une coordination étroite avec les alliés afin d'assurer une transition ordonnée et qui préserve la structure de l'État et évite la répétition du scénario irakien de 2003. Sur le plan politique intérieur, une victoire rapide renforcerait la position de Trump et consoliderait les chances de son parti lors des prochaines élections en le présentant comme un leader décisif en matière de sécurité nationale. En revanche, tout revers aux prolongations du conflit avec des coûts humains et financiers élevés pourrait nuire à sa popularité et fournir arguments significatifs à ses adversaires, en particulier si les prix de l'énergie augmentent ou si le conflit s'étend à l'échelle régionale.
À mesure que le théâtre des affrontements s'étend et que les premiers signes de l'augmentation du coût de cette guerre se font sentir, la capitale américaine, Washington, se trouve confrontée à une interrogation majeure. Le président Donald Trump dispose-t-il d'une vision claire pour le Moyen-Orient après la chute du régime iranien, ou celle-ci reste-t-elle tributaire des évolutions sur le terrain? Adel Dessouki, devant la Maison-Blanche, Washington. Thank you, Adele. Very good report as always. Merci Adèle pour cet éclairage très intéressant. Docteur Seprad, dans quelle mesure les États-Unis sont-ils réellement préparés à faire face à un éventuel vide politique et sécuritaire en Iran? Et vous, en tant que membre de l'opposition iranienne, comment envisagez-vous un tel scénario et les défis qu'il pourrait poser pour la transition du pays? I think what we need to do is to really rephrase this and think about elimination of the head of snake. Écoutez, il convient désormais de reformuler le problème et de l'aborder sous un angle différent. L'élimination de ce que l'on qualifiait de tête du serpent a ouvert une fenêtre d'opportunité unique avec le peuple iranien et permis l'émergence d'une véritable alternative crédible, en rupture avec les solutions illusoires du passé. Cette alternative bénéficie à la fois du soutien du peuple à l'intérieur du pays et de la diaspora iranienne, ainsi que de l'adhésion des différentes communautés ethniques en Iran. Le peuple iranien a mené un mouvement de résistance de longue haleine qui se poursuit aujourd'hui, piloté par le Conseil national de la résistance iranienne et son réseau à l'intérieur du pays, ainsi que par ses diverses organisations affiliées. Cette structure est prête à conduire la phase de transition, à mettre un terme au régime et à garantir qu'aucun vide ni chaos ne survienne après sa chute. Ainsi, l'attention doit se concentrer sur les tâches essentielles: renverser le régime, démanteler la garde révolutionnaire encore active depuis l'époque de Khomeini et assurer que la voie de la liberté soit ouverte à une alternative réelle. Le Conseil national de la résistance iranienne, doté d'un plan en 10 points et d'une stratégie de transition claire, représente les différentes communautés iraniennes et est capable de remettre le pays sur des bases solides, permettant aux citoyens d'organiser des élections libres et équitables et de choisir eux-mêmes leurs représentants. Cette phase de transition est celle que nous devons soutenir et accompagner. En tant que politologue, lorsque l'on compare ce plan à celui proposé par Reza Pahlavi, il apparaît clairement que ce dernier ne bénéficie pas d'un véritable soutien populaire. Son plan reste très centralisé, calqué sur le modèle qu'adoptait Khamenei, où tout dépend d'une seule personne, en l'occurrence Pahlavi lui-même. Malgré ses efforts pour en donner l'impression, il a perdu toute crédibilité. La question fondamentale demeure: où était-il pendant ces 47 dernières années et comment peut-il surgir soudainement aujourd'hui avec une approche opportuniste, se présentant comme le futur dirigeant de l'Iran? Le peuple iranien ne se laissera pas duper par une telle manœuvre. Colonel, quel rôle des grandes puissances comme la Russie et la Chine pourraient-elles jouer dans la phase qui suivra cette crise? Sans forcément intervenir immédiatement, existe-t-il un risque qu'elles s'impliquent d'une manière susceptible de compliquer davantage la situation? Ou chercheront-elles plutôt à contenir l'escalade et à stabiliser la région? Il est aujourd'hui difficile de prévoir avec précision ce qui se produira après la fin du conflit, ainsi que la conduite que pourraient adopter d'autres puissances, telles que la Russie et la Chine. Cependant, la situation actuelle montre que ces deux États apportent un soutien politique au régime iranien. La Russie et la Chine ont déjà condamné les actions des États-Unis et d'Israël, menées avec le soutien des pays occidentaux à l'encontre de l'Iran. Par ailleurs, ils continuent de fournir un soutien économique au régime, notamment par l'achat de pétrole iranien. La Chine en particulier fournit au régime le combustible solide nécessaire pour ses missiles, ainsi que des systèmes à double usage, pouvant être utilisés dans la production de missiles. À plus long terme, je considère que la Russie et la Chine cherchent toutes deux à affaiblir la marine et l'armée de l'air américaine, tout en épuisant leurs ressources en munitions et en approvisionnement. Cet objectif est intégré dans leurs calculs stratégiques visant à réduire la pression américaine dans la région, notamment vis-à-vis de la Chine en mer de Chine méridionale, et à limiter l'aide des États-Unis à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Général, sur le plan militaire, qu'est-ce qui pourrait constituer une véritable escalade et quelles sont, selon vous, les principales lignes rouges susceptibles d'empêcher le conflit de franchir ce seuil?
Well, I would say right now there is a little left to escalate. The United States is using the full force. Je pense qu'il ne reste guère de marge pour une escalade, dans la mesure où les États-Unis mobilisent l'intégralité de leur puissance militaire et se sont abstenus de toute action directe sur le sol iranien. Je ne vois aucune justification à un déploiement de troupes américaines sur le terrain ou un parachutage, même en cas de violence massive à l'encontre des manifestants. La seule limite claire demeure l'interdiction d'utiliser les armes nucléaires, qui constitue à mon sens la ligne rouge absolue. So, Dr. Ramesh, I wanted to ask you, going back to President, his plans. Docteur Seprad, revenons sur les intentions du président Trump. Cherche-t-il réellement à provoquer un changement de régime en Iran ou son objectif consiste-t-il avant tout à affaiblir les capacités militaires et nucléaires du régime iranien? Well, I think President Trump was very clear on February 28th when he came and announced his plan to attack Iran. And in that same message, he said, Je pense que le président Trump a été très clair le 28 février lorsqu'il a présenté son plan d'attaque contre l'Iran. Dans ce même message, il a déclaré « Peuple iranien, c'est votre chance de changer de gouvernement ». D'après ce que j'ai lu et entendu, il s'agissait de donner au peuple iranien l'opportunité de transformer lui-même ce régime. En tant que politologue et praticien engagé en faveur d'une politique centrée sur le peuple iranien, j'ai toujours soutenu l'idée que tout changement de régime doit émaner de l'intérieur du pays. C'est selon moi la voie que nous devons encourager. Les précédentes tentatives de changement de régime, qu'elles soient initiées depuis Washington par des guerres ou des interventions militaires directes, n'ont pas abouti. L'expérience de l'Irak, de la Libye ou de l'Afghanistan en témoigne. Le président Trump souhaite éviter que de telles erreurs se reproduisent et le peuple iranien ne souhaite pas non plus ce scénario. Avant le déclenchement du conflit, le peuple iranien était déjà dans les rues, ses slogans étaient limpides, « Mort au dictateur » et « Mort à Khamenei », sans référence au Shah ni au Mollah. Cette détermination à mettre fin au régime a trouvé un écho international et a conduit plusieurs pays au-delà des États-Unis à affirmer que ce régime n'avait pas d'avenir et manquait de légitimité auprès de sa population. C'est l'une des raisons qui ont amené le président Trump à juger opportun du point de vue de la sécurité nationale américaine de faire face à ce qu'il perçoit comme une menace nucléaire iranienne. Il est conscient qu'il a affaire à un régime dénué de légitimité. Cependant, il convient de le répéter, la guerre étrangère n'est pas la solution. La véritable confrontation oppose le peuple iranien au régime et à ses vestiges après la disparition de Khamenei. C'est ce conflit-là qu'il faut mettre en lumière, soutenir et privilégier. Avant de poursuivre notre discussion, examinons cet article de Fareed Zakaria paru dans le Washington Post. Son titre « Espérer le succès et en bombardant ne constitue en rien une véritable stratégie ». نشرت جريدة الواشنطن بوست مقال رأي للكاتب فريد زكريا تحت عنوان القصف والأمل ليس استراتيجية ويشير الكاتب إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب. Le Washington Post a publié une tribune de Fareed Zakaria intitulée « Espérer le succès en bombardant ne constitue en rien une véritable stratégie ». L'auteur souligne que l'administration du président Donald Trump a déployé la plus importante force militaire américaine dans la région depuis la guerre d'Irak et s'interroge sur l'objectif ultime de cette opération. Zakaria cite le discours du président selon lequel le but est que l'Iran répète ces mots « Nous ne posséderons pas d'armes nucléaires ». Toutefois, l'auteur rappelle que les Iraniens ont réaffirmé cette position à de multiples reprises au cours des dernières décennies, ce qui soulève une question fondamentale: que cherche réellement Washington? Zakaria s'interroge également sur l'efficacité des frappes militaires, se demandant si l'administration
opération vise véritablement la destruction complète du programme nucléaire iranien, malgré les déclarations antérieures du président annonçant l'anéantissement de ce programme. Il souligne qu'il est difficile de croire à la possibilité de reconstruire un programme nucléaire en quelques mois et note que les messages américains semblent contradictoires aussi entre l'acceptation d'un enrichissement limité et le rejet de tout enrichissement. Dans un contexte similaire, l'auteur estime que l'affaiblissement des capacités militaires de l'Iran ou de ses alliés régionaux ne garantit pas un changement radical du régime. Il rappelle qu'aucun gouvernement n'a jamais été renversé uniquement par des frappes aériennes sans intervention terrestre et avertit que des frappes à grande échelle pourrait inciter l'establishment militaire iranien à consolider son pouvoir plutôt qu'à favoriser une transition démocratique. Zakaria affirme qu'une véritable stratégie, si l'objectif est de modifier le système ou d'en influencer le comportement, doit être clairement définie. Il insiste de manière percutante que bombarder en espérant n'est pas une stratégie. En conclusion, il rappelle que la puissance militaire, comme le soulignait le théoricien Karl von Clausewitz, doit être orientée vers un objectif politique précis. Washington doit définir clairement l'objectif final et la manière dont les opérations militaires permettront de l'atteindre, avertissant que l'ambiguïté dans ces objectifs pourrait transformer le conflit en un pari risqué pour l'avenir des soldats américains et de millions de civils dans la région. Okay, Ryan, I wanted to ask you the decision to attack. Ryan, la décision d'attaquer l'Iran semble avoir été prise apparemment sans véritable consultation du Congrès des États-Unis. Vous y avez travaillé et connaissez bien les dynamiques politiques de Washington. Quel scénario politique vous paraît-il aujourd'hui le plus probable ? Je crois que la centralisation du processus décisionnel à la Maison-Blanche concernant ce conflit illustre une tendance qui se développe depuis plus de 50 ans. L'expansion des pouvoirs de l'exécutif et son rôle croissant dans les interventions étrangères et les conflits internationaux impliquant les États-Unis. Si l'on considère l'outil principal dont dispose le Congrès pour encadrer ce conflit et limiter les actions du président Trump, il s'agit de la résolution sur les pouvoirs de guerre. Un vote est déjà envisagé bien que la date n'ait pas encore été officiellement fixée. Des discussions sont en cours au Congrès pour organiser cette procédure. Théoriquement, une telle résolution pourrait restreindre les actions du président en Iran, mais cela suppose d'abord son adoption, ce qui paraît peu probable. De plus, même si elle venait à être adoptée, il est improbable qu'elle obtienne la majorité des 2/3 nécessaires pour passer outre un veto que Trump usera presque certainement. Colonel, certains analystes estiment que le régime iranien pourrait chercher à tirer parti des divisions politiques aux États-Unis, divisions qui pourraient s'accentuer si des pertes américaines devaient être enregistrées et que les corps des soldats étaient rapatriés. Un tel scénario est-il plausible ? Je pense qu'il existe aujourd'hui un consensus général selon lequel le régime iranien n'est pas favorable, non seulement pour le peuple iranien, mais également pour la région, les États-Unis et les pays occidentaux en général. Cette analyse conduit logiquement à la nécessité de changer le régime d'une manière ou d'une autre, ou à tout le moins de modifier son comportement et de mettre un terme à ses activités extraterritoriales. Cependant, lorsque l'opinion publique américaine et ses représentants constatent une augmentation des pertes militaires, leur attention se tourne rapidement vers le conflit. Jusqu'à présent, nous avons enregistré des pertes, notamment de soldats et de 3 avions de combat en raison de tirs amis. Heureusement, les 6 pilotes ont pu s'éjecter et atterrir indemnes. À mesure que les opérations militaires se prolongent, la probabilité de nouvelles pertes humaines et matérielles augmente, comme l'a souligné le président Trump. Comme l'a rappelé Ryan, cette situation exige également des financements considérables pour soutenir l'effort de guerre. Et l'on entendra de plus en plus de voix s'inquiéter tant des pertes humaines que du coût économique de l'opération. Une question cruciale pourrait être soulevée concernant l'étendue de l'autorité sous laquelle les opérations militaires sont conduites contre l'Iran, notamment si l'objectif consiste à changer le régime. Progressivement, le président Trump devra gérer ces enjeux tels que l'augmentation du nombre de victimes,
les règles d'engagement dans ce conflit et l'autorité requise pour conduire ces opérations. Général, d'un point de vue politique, quels pourraient être les bénéfices, mais aussi les risques pour le président Trump sur le plan intérieur après cette opération? D'autant que l'opinion publique américaine a souvent fait preuve de prudence, voire de réticence face à cette nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient. Well, I think the benefit would be if the president is as successful in conducting this operation as he was assisting Israel. Je pense que le président Trump pourrait tirer parti de la situation s'il réussit à mener à bien l'opération militaire en Iran, de la même manière qu'il a pu renforcer sa position après avoir soutenu Israël lors de la guerre des 12 jours en juin dernier ou après l'opération de capture de Maduro. Il pourrait en retirer de nombreux avantages politiques et stratégiques. Cela dit, les États-Unis traversent une phase de polarisation politique profonde, et même si Trump parvenait, sans subir de nouvelles pertes significatives, à provoquer un changement de régime en Iran et à favoriser l'établissement d'un gouvernement laïque et d'une société civile iranienne, l'opposition politique sur le plan intérieur resterait hostile à la personne. Le scénario le plus préoccupant serait celui où des pertes humaines importantes se produiraient après l'annonce du président, selon laquelle la conduite de l'opération revient au peuple iranien pour changer son régime. Nous avons pu constater dans l'histoire les conséquences d'une répression militaire brutale. La révolution hongroise de 1956, écrasée par les forces soviétiques, la révolte tchécoslovaque de 1968, étouffée de la même manière, et le soulèvement chiite de 1992, réprimé par Saddam Hussein à l'aide des chars. Ainsi, comme l'a souligné le docteur Hamesh, que se passerait-il si les Iraniens se soulevaient et étaient ensuite écrasés par les forces des gardiens de la révolution? Dans un tel scénario, le président Trump en subirait inévitablement le contre-coup politique visible aux yeux des Américains à travers les images diffusées à la télévision. Dr Seprad, comment ce conflit pourrait-il redéfinir les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient, notamment dans les relations entre les États du Golfe, Israël et les marchés mondiaux de l'énergie? Georges, je suis ravie que vous ayez posé cette question, car la chute de ce régime par le peuple iranien représenterait une transformation profonde et radicale au Moyen-Orient. Comme je l'ai souligné précédemment, lorsque la tête du serpent tombera et que l'ensemble de son appareil s'effondrera, le réseau d'agents que l'Iran a financé, formé et soutenu verra ses sources d'approvisionnement complètement interrompues. Les groupes opérant pour le compte du régime, qui bénéficiaient d'un appui politique, militaire et financier, se retrouveront alors dépourvus de tout soutien. À l'inverse, le peuple iranien aspire à la paix. Si l'on considère l'avenir de l'Iran à la lumière des orientations proposées dans les plans 10 et 20 points de Rajavi, cette vision préconise la coexistence pacifique avec les pays voisins, une économie de marché libre et le respect intégral des conventions et lois internationales. C'est pourquoi je perçois déjà un Moyen-Orient profondément différent et nettement plus pacifique que celui que nous connaissons aujourd'hui. Je crois que la région pourrait entrer dans une nouvelle phase de stabilité après des décennies de tensions. Les États du Golfe ont longtemps subi des pressions et des abus de la part de ce régime dont la tolérance a duré trop longtemps. L'une des stratégies de Khamenei reposait sur l'espoir d'une intervention favorable de certains États du Golfe, mais celle-ci ne s'est jamais produite. Par conséquent, je suis convaincue que nous pourrions assister à une transformation complète et durable du Moyen-Orient. Ce serait évidemment une évolution très positive. Les premières estimations évoquaient un processus qui devait durer environ 4 jours, mais il semble désormais s'inscrire dans une durée beaucoup plus longue. Faut-il y voir une erreur d'évaluation initiale et quelle direction le conflit semble-t-il désormais prendre? Well, first of all, I'd like to associate myself with the comments of Dr. Ramesh. Je tiens tout d'abord à soutenir les propos du Dr Hamesh. Nous aspirons tous à voir l'Iran se transformer en une république démocratique respectueuse des droits de l'homme et en paix avec ses voisins. C'est notre souhait, mais l'espoir seul ne suffit pas.
Quant à la durée de l'opération militaire, je ne saurais dire qui a avancé l'hypothèse de 4 jours. Il existe un adage bien connu. Lorsqu'une guerre est déclenchée, nul ne peut prédire quand elle prendra fin. Si la conclusion du conflit dépend de l'acceptation par l'Iran de s'asseoir à la table des négociations après un cessez-le-feu, ainsi que de l'engagement sérieux d'un nouveau gouvernement iranien envers les intérêts des États-Unis, alors il faut s'attendre à ce que cela prenne du temps. J'espère que cette issue se réalisera, mais elle ne nécessitera probablement que de nouvelles actions ciblées. Il se peut qu'une seconde décapitation du régime s'avère nécessaire si Ali Larizani se refuse de collaborer avec les États-Unis et réprime les manifestants, si Vahidi agit de même via la force Quds et si les mandataires iraniens poursuivent leurs activités déstabilisatrices, alors il faudra intervenir de nouveau au sein de la hiérarchie du régime pour identifier des interlocuteurs susceptibles de travailler avec Washington. Cette logique rappelle celle appliquée par Israël au Liban, où même si le succès n'a pas été complet, une couche de la direction du Hezbollah a été neutralisée afin de transmettre un message. Ceux qui ne sont pas capables de coopérer doivent au moins être contraints par la crainte. Peut-être devrons-nous envisager une approche similaire en Iran. C'est un point particulièrement important, car Ali Khamenei n'était pas le seul acteur clé de ce régime, et son successeur pourrait tout aussi bien poursuivre la même orientation politique. Vous l'avez d'ailleurs très clairement mis en évidence. Espérons toutefois que cette crise ne s'inscrira pas dans la durée, qu'une issue pourra être trouvée rapidement, idéalement dans les prochains jours ou dans la semaine à venir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode depuis Washington. Nous vous invitons à continuer de suivre Médias TV et l'ensemble de nos plateformes sur les réseaux sociaux. Mes sincères remerciements vont à nos invités, Dr Seperad, le général Mark Kimmitt, le colonel Abbas Dahouk et notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Merci à nos correspondants Shourouk Diab et Adel Dessouki à la Maison-Blanche. Ainsi enfin qu'à l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington.